La Première présente. JFK, 60 ans de mystère. Absolute panic here in the basement of Dallas Police Headquarters. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Épisode 8. Coupable. The president has been shot! The president has been shot! Manipulation officielle, le président Kennedy est bien mort. At 1 p.m. Central Standard Time. On a tiré sur le président. Alors que les communiqués de presse s'enchaînent, que la foule de Dealey Plaza s'agite en tous sens, que la panique gagne les services secrets, que l'urgence anime les médecins, alors que la confusion s'installe avant de laisser place à la sidération, certains Texans, eux, se réjouissent de l'assassinat du président Kennedy. Il m'est arrivé de croire que de toutes les façons, il y aurait eu un attentat. Philippe Labro, journaliste, auteur du livre « On a tiré sur le président ». On lui aurait tiré dessus. Il se serait fait tuer ou pas. Mais il y avait aussi, rappelez-vous, c'est très important, toute l'affaire des droits civils des Noirs. Hein. On est en plein conflit entre la suprématie blanche et la volonté des Noirs d'exister et d'être des égaux au plan du civisme. Donc, des très grandes parties de l'Ouest, du Sud et du Sud-Ouest américain, peuplées de Blancs racistes, avaient peut-être une envie ou un désir de se débarrasser de lui. Il n'était pas complètement aimé, il ne faut pas croire. Hein. Il y avait beaucoup de ressentiments. Sauf que lorsque la tragédie explose, eh bien, évidemment, d'un seul coup, on pleure le grand président. À ceci près, et c'est une anecdote sur laquelle je reviens souvent, que moi, quand je monte dans le premier taxi à l'arrivée à Dallas le lendemain matin pour atteindre le quartier général de la police, le taxi driver est évidemment un Texan, avec des roues flaquettes, avec l'accent, et je lui dis, dites donc quand même quelle tragédie. Et il me dit, it was about time. Ce qui veut dire, il était temps. Donc ça veut quand même dire qu'il y avait un paquet de gens. On dit même qu'à Dallas, dans certaines écoles, les enfants ont applaudi quand ils ont appris la mort de Kennedy. Donc c'est pas... Rien n'est simple dans cette affaire. Hein. L'Amérique est un pays très contradictoire, traversé par plusieurs tendances. Et même si JFK projetait une image extraordinaire, et l'était en plus dans le monde entier, c'est un homme qui a été adoré, admiré, respecté dans le monde entier, il n'empêche qu'aux États-Unis, il y avait un certain anti-kennedisme. Quand JFK accède à la Maison-Blanche, les États-Unis vivent toujours dans la ségrégation la plus dure, surtout dans le Sud. C'est l'héritage évidemment de l'esclavage, puis de la ségrégation qui a été reconnue légale à la fin du XIXe siècle par la Cour suprême et qui s'est incrustée de manière, semblait-il, définitive dans le Sud. Nicole Bacharan, politologue, spécialiste des États-Unis. En pratique, c'était la peine de mort de ne pas respecter ces lois, pas prononcées au tribunal, même s'il y avait des tribunaux également ségrégationnistes. C'était les menaces, c'était les lynchages, c'était les assassinats, c'était les bombes placées devant les maisons. Et tout était ségrégué dans le Sud, c'est-à-dire que les quartiers étaient séparés. Les écoles, les églises, les hôpitaux, les orphelinats, les magasins, même les cimetières. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Kennedy et Bobby Kennedy se sont retrouvés aux prises avec cela, puisque en même temps naissait, après la Seconde Guerre mondiale, le mouvement des droits civiques. Et notamment, alors là, quand on arrive vraiment dans la présidence Kennedy, il y a ce leader qui a émergé et qui est Martin Luther King, qui mène des actions non violentes et qui petit à petit prend de plus en plus d'influence et qui
Au cours de manifestations, évidemment, la police du Sud se montre extrêmement violente, y compris contre des enfants avec des chiens d'attaque et toutes sortes de brutalités incroyables. Il n'y a pas que la police, il y a le Ku Klux Klan, il y a tous ceux qu'on appelle les bons citoyens qui agissent de la même manière. Le ministre de la Justice est obligé d'agir. Et le ministre de la Justice, donc Bobby Kennedy, et le président finissent par prendre le taureau par les cornes. Et John Kennedy, à la suite des grandes émeutes de Birmingham en Alabama, prend la parole à la télévision pour annoncer la grande loi sur les droits civiques, dont la phrase centrale est « La ségrégation n'a pas sa place dans la démocratie américaine ». I shall ask the Congress of the United States to act, to make a commitment it has not fully made in this century to the proposition that race has no place in American life or law. Une grande première pour l'époque, John Fitzgerald Kennedy nomme Thurgood Marshall à la Cour suprême. C'est non seulement le premier juge noir à occuper ce poste, mais c'est également le premier grand militant des droits civiques nommé à la Cour suprême. C'est Lyndon Johnson qui appliquera les lois en faveur des droits civiques que son prédécesseur souhaitait faire passer. Kennedy, lui, est fauché dans son élan. Par les ségrégationnistes qui voient d'un très mauvais œil les actions et les positions du gouvernement en faveur des droits civiques, ou bien par les puissants pétroliers texans. Les pétroliers texans en veulent à Kennedy. Thierry Lenz, historien, auteur du livre « L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy », histoire d'un mystère d'État. Beaucoup de monde en veut à Kennedy, mais eux particulièrement, parce qu'il vient d'y avoir le vote d'une taxe qui les ennuie beaucoup, et puis parce que ces pétroliers sont souvent mêlés à des mouvements politiques qu'on dirait aujourd'hui d'extrême droite, aux États-Unis, pour la ségrégation, contre le communisme. Il y a à Dallas une faune d'extrême droite inextricable, quand on regarde la liste de tous ces gens. Ils se connaissent tous, ils sont adhérents de l'un puis de l'autre, etc. Et les pétroliers texans font partie de ceux qui financent ces organismes. Et par exemple, le matin de la visite de Kennedy, paraît un encart dans la presse qui dit « Bienvenue Monsieur Kennedy », alors qu'aux États-Unis, la tradition, c'est « Bienvenue Monsieur le Président », et qui accuse Kennedy de tous les maux. Et on sait que le syndicat des pétroliers de Dallas a payé cet encart ce jour-là. Voilà, là aussi, quand on n'aime pas le président des États-Unis, est-ce qu'on va tout de suite l'assassiner, quoi ? Je pose la question. Kennedy le disait lui-même, un jour ou l'autre, on me tirera dessus. Philippe Labro. Et d'ailleurs, il y avait déjà eu quelques éléments lors d'un déplacement en Floride qui avaient un petit peu allumé les craintes du service secret. Sauf qu'on n'a pas été assez prudent, mais on ne peut pas savoir, c'était impossible. De nombreuses personnes et enquêteurs ont exploré ces pistes qui plaideraient en faveur d'un complot. Ils n'ont de cesse de décortiquer les films qui ont gravé ce qui se passe à Dealey Plaza en ce jour du 22 novembre 63. Sur Dealey Plaza, quand on lui les tire, il y a plein de monde. Gorian Delpature, journaliste, auteur du documentaire « Kennedy, pourquoi toujours un mystère ?» Il y a plein de gens qui prennent des photos. Il y a 510 photos prises par 75 personnes sur Dealey Plaza. Il y a toute une série de films amateurs, le principal étant évidemment le film de Zapruder, mais on a d'autres petits films. Aucun ne montre Lee Harvey Oswald. C'est vraiment pas de chance, évidemment. Il y a une photo prise juste après les coups de feu. On voit la fenêtre, on voit les cartons, mais Lee Harvey n'est déjà plus là. Il est déjà parti. Il n'est pas resté très longtemps après le dernier tir. Dealey Plaza, il faut l'imaginer, c'est une très petite place. S'il y avait eu 5, 6, 7, 8 tireurs, tout le monde les aurait vus. On n'a rien vu. Il pointe ce qui paraît curieux, ce qui paraît suspect. Il y a par exemple un homme, un spectateur, qui ouvre son parapluie au passage de la limousine présidentielle. Un parapluie. Alors que ce jour-là, le soleil brille. Umbrella Man, c'est l'homme au parapluie noir qui agite son parapluie juste devant la limousine du président au moment des tirs. Certains se sont dit, c'est suspect.
un monsieur qui agite un parapluie, c'est un signal pour des tireurs. Si c'est un signal pour Lee Harvey Oswald, c'est de toute façon un complice. Il y a 2 complices, il y a un complot. La définition d'un complot, c'est un acte criminel mené par au moins 2 personnes. Il y a un complot, et peut-être même que ce monsieur avec son parapluie, il agite son parapluie pour un autre tireur qui serait peut-être caché derrière la palissade du monticule herbeux, pourquoi pas. Et peut-être même encore mieux, peut-être que ce parapluie cache une arme, peut-être qu'il y a une sorte de seringue qui sort du parapluie qui va tuer Kennedy. Je n'invente rien, hein. Vous trouvez ce genre de choses chez les théoriciens du complot. Il n'en est rien. C'est la 2e commission d'enquête, celle de la Chambre des représentants en 1979, qui lèvera le voile sur Umbrella Man, qui s'appelle en réalité Louis Stephen Witt. Et il a expliqué ce qu'il faisait ce jour-là. Il a agité le parapluie devant Kennedy parce que le papa de John Fitzgerald Kennedy, Joseph Kennedy, a été ambassadeur des États-Unis en Angleterre à la fin des années 30, de 1938 à 1940. Le premier ministre anglais, à l'époque, c'était Neville Chamberlain. Neville Chamberlain se promenait tout le temps avec un parapluie. Et dans les caricatures de l'époque, on représentait souvent Chamberlain avec un parapluie qui l'ouvrait face à la menace du nazisme. Parce que Chamberlain trouvait qu'il ne fallait pas trop s'en prendre à Adolf Hitler à cette époque-là, que ce n'était pas si grave. Et Joseph Kennedy, le papa de John Fitzgerald Kennedy, était absolument d'accord. Il était pour l'apaisement en faveur d'Hitler en 1938-1939. Et ce monsieur, Louis Stephen Witt, ce jour-là, en agitant ce parapluie, il veut se moquer de Kennedy en lui rappelant que son papa avait ouvert le parapluie face à la menace du nazisme. Je conçois que ce soit une explication un peu compliquée, mais voilà l'explication de cet Umbrella Man qui a agité les théoriciens du complot pendant longtemps. Sur l'une des photos Polaroid, une silhouette semble se dessiner, et ce serait celle d'un policier armé qui aurait ouvert le feu de face sur Kennedy. Lorsqu'on a pris des photos de la Lincoln présidentielle juste après l'attentat, on s'aperçoit qu'il s'est passé quelque chose sur le pare-brise. Alors est-ce un impact de balle, un ricochet, que sais-je encore? C'est l'avant du pare-brise, c'est-à-dire exactement pas à l'endroit où se trouvait Oswald à ce moment-là. Thierry Lenz est historien, il se questionne par rapport à la thèse officielle. Quand vous allez sur Dealey Plaza, il y a juste en face une espèce de barrière de bois, derrière laquelle certains témoins ont cru voir un deuxième tireur. Certains analystes d'un des films pris du centre de la place prétendent avoir vu un deuxième tireur. Et effectivement, des expériences d'agrandissement de ce film montrent que quelque chose bouge derrière cette barrière de bois. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui tire? Est-ce que c'est un oiseau qui vient de se poser? On n'en sait rien, mais ça bouge. Et ça bouge beaucoup de l'autre côté de cette barrière. Il y a notamment une photo qui a été prise du centre de Dealey Plaza vers le monticule herbeux et qui montre la limousine de Kennedy au moment où Kennedy est touché à la tête. Gorian Delpature est journaliste et partisan de la version officielle. C'est un Polaroid, donc la qualité n'est pas extraordinaire. Mais si on agrandit l'image, dans les taillis, derrière le monticule herbeux, on semble distinguer la forme d'un être humain, peut-être un policier, parce qu'on semble distinguer un badge, et on semble distinguer un peu de fumée qui sortirait d'un fusil ou d'un revolver, qui tirerait vers Kennedy au moment où il est touché à la tête. Mystérieux, évidemment. Sauf que c'est un agrandissement de Polaroid. Si vous regardez des nuages, vous allez voir des formes dans les nuages. Si vous agrandissez un Polaroid, vous allez voir des formes dans un taillis. C'est pas pour autant qu'il y a quelqu'un. On a quand même analysé très sérieusement cette photo, on ne sait jamais. Mais on a remarqué qu'un policier qui se serait tenu à cet endroit-là, sur le monticule herbeux, n'aurait pas pu être placé si haut. Et de toute façon, c'est quand même assez rare qu'un fusil ou qu'un revolver, même en 1963, produise de la fumée. Il y a aussi le témoignage de Lee Bowers qui travaille dans la tour de chemin de fer, sur le pont qui surplombe Dealey Plaza. On présente souvent Lee Bowers comme un des témoins principaux parce que Lee Bowers, le matin avant l'assassinat, il a vu, et c'est ce que souvent les théoriciens du complot racontent dans leurs livres, il a vu des voitures tourner autour du site de Dealey Plaza. Et notamment une voiture qui était recouverte de boue, comme si on avait peut-être caché la plaque d'immatriculation. Et dans cette voiture, il y avait un conducteur qui semblait parler dans un micro. Et puis, lors des tirs sur Dealey Plaza, il a vu quelque chose de très bizarre derrière la palissade. Voilà par exemple le témoignage de Lee Bowers que moi j'ai lu dans différents livres théoriciens du complot liés à l'assassinat de Kennedy. Puis, je suis allé lire l'interrogatoire de Lee Bowers, l'interrogatoire par la commission Warren. Lee Bowers, il raconte qu'effectivement, le matin de l'attentat, il a vu des voitures circuler autour du site. Mais qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là, derrière le site? Un parking.
normal qu'il y ait des voitures qui circulent. Et effectivement, il dit que les voitures étaient recouvertes de boue. Mais ce matin-là, il pleuvait. Donc oui, effectivement, il y avait des voitures avec de la boue. Il dit effectivement qu'il a vu quelqu'un dans une voiture recouverte de boue avec quelque chose devant la bouche, comme un micro ou un mouchoir. Tiens, curieusement, quand vous lisez un livre des théories du complot, vous allez avoir le témoignage de Lee Bowers qui dit « J'ai vu un monsieur avec quelque chose comme un micro ». Mais c'est marrant, on ne laisse pas la fin de sa phrase. Dans ce témoignage, il dit un micro ou un mouchoir. Et puis effectivement, lors des tirs, il est dans sa tour, il ne voit pas ce qui se passe, il assiste à une commotion. En anglais, il dit, effectivement, j'ai vu une certaine commotion au moment où le président passait. Une commotion, ça veut dire de l'agitation. Bah oui, on vient de tirer sur le président. Oui, forcément, il voit quelque chose qui s'agite. C'est tout ce qu'il a vu. Mais à partir de son témoignage, on a commencé à dire, mais oui, mais regardez, une voiture remplie de boue pour cacher une plaque d'immatriculation, quelqu'un avec un micro, peut-être en train de préparer l'emplacement d'un second tireur qui serait caché derrière la palissade. Il a vu quelque chose, il a peut-être vu de la fumée. Non, il n'a pas vu de la fumée, il a vu de commotion. Dealey Plaza, c'est une caisse de résonance. Les sons se propagent de manière particulière, il y a des bâtiments un peu partout, il y a un tunnel, c'est un terrain en pente, il y a de l'eau, on sait quand on travaille dans l'acoustique que l'eau peut propager le son, il y a des petits étangs de chaque côté de Dealey Plaza, donc oui, les 3 coups de feu, peut-être qu'ils ont paru 4 ou 5 à certains auditeurs, peut-être que les coups de feu venus du dépôt de livres scolaires, on les a entendus ailleurs, peut-être qu'effectivement on a vu quelqu'un bouger derrière une palissade, mais c'est pas pour autant qu'il y ait un tireur, et on n'a jamais trouvé le moindre élément, ni sur les photos, ni sur les films, ni dans les témoignages, des gens ont cru voir des choses bien sûr, mais il n'y a aucun élément matériel sur la présence d'autres personnes bizarres. The question is whether the world will exist, half slave or half free. I don't know what this is all about. Et si il n'y avait pas de complot ? Si Lee Harvey Oswald avait réellement agi seul? Qui était-il? Qu'est-ce qui l'a poussé à commettre l'irréparable? Sa personnalité et sa vie sont éloquents à bien des égards. Tout commence le 18 octobre 1939 à la Nouvelle-Orléans. Lee vient de naître, il ne connaîtra jamais son père, un agent d'assurance décédé d'une crise cardiaque en tondant sa pelouse quelque temps avant sa naissance. Lee se retrouve donc seul avec sa mère, Marguerite. C'est une femme autoritaire qui n'a de cesse de se plaindre. Il y a également son frère aîné, Robert, et son demi-frère, John Peake. C'est le fils d'un premier mariage de Marguerite. Le foyer est pauvre. Marguerite décide de placer ses enfants à l'orphelinat, mais elle est obligée de garder Oswald, qui est trop jeune pour intégrer l'institution. Il déménage souvent, il va vivre un temps chez son grand demi-frère à New York. Il manque alors souvent l'école, ce qui attire l'attention des services de la jeunesse. Oswald a alors 13 ans. Il va donc être interrogé, consulté par des psychiatres notamment, qui vont constater des choses intéressantes pour Lee Harvey Oswald. On le considère à l'époque comme un garçon de 13 ans aux ressources mentales supérieures, qui fonctionne sous son niveau de compétence malgré un absentéisme scolaire chronique. Et on remarque aussi des désordres de personnalité avec des tendances schizoïdes et passives agressives. Lee est dyslexique, mais il aime lire, il écrit beaucoup, ses mémoires, un journal et des essais. Il y raconte notamment que c'est à New York qu'il entre en contact avec une idéologie qui le fascinera toute sa vie, le communisme. Il commence à s'y intéresser à cause des époux Rosenberg, ces 2 Américains qui ont été suspectés d'être des espions et qui ont été exécutés en 1953. Puis il lit le manifeste communiste, le Capital, il se documente au sujet des conditions de vie des ouvriers et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Il va même apprendre le russe un peu plus tard, quand il aura intégré les marines. Dans les années 50, un jeune Américain qui s'intéresse au communisme, c'est pas banal. C'est encore moins banal quand on sait que Lee, à ce moment-là, rêve de devenir marine. Son grand frère Robert est devenu marine et il veut exactement faire la même chose. 13-14 ans, il est passionné. Et Lee va finalement devenir marine à 17 ans, ce qui est très jeune aussi. Il va être formé au tir. C'est pas un mauvais tireur, il est considéré comme tireur d'élite parmi les marines. Il va être envoyé au Japon, dans la base d'Atsugi. C'est la base où sont basés les V2, des avions secrets américains. Et Lee, qui s'occupe des radars, va s'en occuper un petit peu, mais sans jamais avoir accès à des grands secrets, top secrets. Il n'est pas accrédité pour les grandes choses. Mais ça se passe pas si bien. Et ça se passe pas si bien. C'est un peu le leitmotiv de la vie d'Oswald à partir de ce moment-là. Oswald se blesse lui-même avec une arme non autorisée. Conséquence, première cour martiale déplacée car l'unité part aux Philippines. En guise de punition, Oswald est calé aux cuisines, une fonction bien en dessous de sa propre estime et de la haute opinion qu'il a de lui-même. Il se bat avec l'un des officiers, résultat,
deuxième cour martiale. Finalement, les Marines, Oswald n'en veut plus. Et il se passionne encore plus pour le communisme et pour le russe. Il décide de passer en Russie. Et donc, il va commencer à étudier le russe. Il étudie le russe au sein des Marines. Il y a une formation pour ça. Il n'est pas très doué, mais il est volontaire. Et il conçoit certainement déjà à ce moment-là le projet de partir en Russie et de quitter les Marines. Oswald obtient son visa pour l'URSS. Il embarque pour la Russie sans avoir dit à sa mère ce qu'il comptait faire. C'est un menteur, Lee Harvey Oswald, on le verra régulièrement. Et il va partir vers la Russie. Il va d'abord arriver à Helsinki au mois d'octobre 1959, où il va demander un visa pour l'URSS. À ce moment-là, Lee a 19 ans, c'est quand même tôt, et il prétend être un étudiant. Il va arriver à Moscou le 16 octobre, et là, en arrivant à Moscou, il est pris en charge par un représentant de l'Intourist. En URSS, Lee Harvey tient un journal. Il s'imagine devenir célèbre et il intitule ses notes « Journal historique ». Il arrive en Russie parce que les États-Unis, finalement, ça ne lui plaît pas tant que ça. Il est passionné par la Russie, par le monde soviétique, par le communisme, par la défense des ouvriers. Et donc, il arrive en Russie, il veut devenir soviétique et abandonner tout son passé. Évidemment, le KGB va l'apprendre, mais est un peu embêté par cette personne un peu bizarre. C'est quand même curieux qu'un jeune homme de 19 ans débarque comme ça, veuille devenir soviétique. Donc, le KGB va dire non. 21 octobre 1959. Je suis reçu par un officiel au bureau des visas. Il me demande dans un très bon anglais ce que je veux. Je lui dis « Je veux la citoyenneté soviétique ». Il me demande « Pourquoi ?» Je parle sans arrêt de la grandeur de l'Union soviétique. Il me dit « La grandeur du pays n'existe que dans la littérature. Retournez chez vous ». Mes rêves s'évanouissent à cause d'un petit fonctionnaire. 7h du soir, je décide d'en finir, je m'entaille les veines du poignet gauche, je me plonge dans un bain d'eau chaude. Je me dis que dans 1 heure, quand elle va arriver, Olga me trouvera mort. J'entends quelque part un violon, je vois ma vie filer sous mes yeux. Apprenant ça, Lee Harvey Oswald va commettre une tentative de suicide dans la baignoire de son hôtel. Bon, voilà quel genre de personnage c'est aussi. On lui dit non, il tente de se suicider. 22 octobre 1959. Je suis dans une chambre d'hôpital avec 2 autres malades. Je réalise au bout de 2 heures qu'on m'a interné dans un asile pour les fous. Je quitte l'hôpital et je change d'hôtel. Je retourne au bureau de visa où 4 personnes m'attendent et me demandent si je veux rentrer chez moi. Je veux la citoyenneté soviétique. Un citoyen américain tente de se suicider sur le sol russe. Cela frôle l'incident diplomatique. Le KGB revient alors sur son refus catégorique d'octroi de la nationalité russe à Oswald et l'envoie à Minsk. Pour bien affirmer sa détermination, Oswald va déposer son passeport à l'ambassade américaine de Moscou en déclarant qu'il renonce à la nationalité américaine et qu'il est prêt à révéler tout ce qu'il sait sur les avions espions V2 qu'il a étudiés à la base d'Atsugi lorsqu'il était marine. Mais après l'euphorie du moment, Oswald commence à déchanter à Minsk. Il tombe amoureux d'une jeune femme brune, juive, Ella. Le soir du réveillon, il lui fait sa demande en mariage. Elle refuse. Nouvel échec, Lee est déçu. C'est lors d'un bal au ministère de la Culture de Minsk qu'Oswald rencontre Marina Prusakova, une étudiante en pharmacie. Et Lee, déçu, frustré, veut se venger d'Ella. C'est pour cette raison, écrit-il dans son journal intime, que bien qu'il ne soit pas très amoureux, il demande sa main à Marina. Elle, Marina, pas très amoureuse non plus, accepte. C'est un Américain qui a un bel appartement, cela ne court pas les rues à Minsk. En février 62, le couple donne naissance à une petite fille, June. Ce qu'Oswald n'a pas encore dit à Marina, c'est que finalement, la Russie, il en a marre, il est déçu. Il veut rentrer aux États-Unis et il a déjà entrepris des démarches administratives en ce sens. En juin 1962, Marina, Lee et June Oswald arrivent aux États-Unis. Et là, de nouveau, une déception pour Lee. Il est tout fier de venir de Russie. Il imagine qu'il est un peu un héros dans l'avion, dans le bateau qui l'ont ramené aux États-Unis et puis dans l'avion qui le mène au Texas. Il a imaginé des interviews parce qu'il est sûr qu'en descendant de l'avion, il y aura plein de journalistes pour voir ce jeune homme qui vient de Russie. Certainement que la presse américaine sera avide de ses déclarations sur le mode de fonctionnement de la société soviétique. Donc il a prévu dans sa tête plein de questions. Il a tout noté sur des bouts de papier. Il a toutes les interviews possibles, les questions possibles et les réponses les plus intelligentes possibles. Quand il débarque à l'aéroport, il n'y a que son frère,
Robert qui l'attend. Pas le moindre journaliste. Lee Harvey est totalement déçu. Et de nouveau, la suite de sa vie, à partir du moment où il va revenir aux États-Unis, c'est une suite de longues et très longues déceptions. Il se considère comme un intellectuel, il a beaucoup de choses à dire sur le monde, beaucoup de choses à dire sur la société américaine, qu'il n'aime pas. Le fonctionnement de son pays, les États-Unis, n'est pas honorable, ne respecte pas les gens qui ont des difficultés sociales. Sa famille était pauvre, sa maman était toute seule avec 3 enfants. Il n'a pas non plus aimé finalement ce qu'il a vu en Russie. Le communisme soviétique l'a déçu aussi, et donc il est déçu par ça aussi, et il veut raconter ça. Voilà aussi qui est Lee Harvey Oswald, un homme qui veut écrire et qui veut se battre pour qu'on écoute ce qu'il a à dire sur le monde. Et je pense que finalement, l'assassinat de Kennedy, c'était ça aussi qu'il voulait faire. Il voulait dire quelque chose sur le monde, de manière tout à fait malsaine, mais c'est un peu ça ce que Lee Harvey Oswald va faire. De retour au pays, Lee va enchaîner déception sur déception et il attribue ses échecs au FBI. Il se passionne pour le communisme de Cuba, il adore Fidel Castro, il intègre les mouvements pro-castristes, mais on le voit aussi aux côtés des anticastristes. Pourquoi ? Quel est son but ? Est-ce dans ce nouvel engouement qu'il faudrait chercher le mobile de l'assassinat de Kennedy ? Une série réalisée par Cécile Posse et Bawandine.